Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu t'intéresses à la franc-maçonnerie depuis un peu de temps, il y a une question qui finit presque toujours par arriver. Parfois dès la première recherche, parfois après avoir regardé quelques vidéos, et parfois au moment d'envisager un premier contact. Est-ce que je peux être franc-maçon et croyant? Et très souvent derrière cette question, il y en a d'autres, plus intimes, plus lourdes. Est-ce que je vais trahir ma foi? Est-ce que je vais me retrouver dans quelque chose qui contredit ma conscience? Est-ce que c'est compatible moralement, spirituellement ou intérieurement? Et si on me juge, si mes proches le prennent mal, ou si je me trompe? Je comprends parfaitement ces doutes, parce que la franc-maçonnerie est entourée d'un brouillard d'idées reçues. Parfois ce brouillard est entretenu par la méconnaissance, parfois par l'histoire, parfois par des discours militants dans un sens comme dans l'autre, et parfois tout simplement par notre époque, une époque qui aime les réponses rapides, les positions tranchées, les pour et les contre. Dans cette vidéo, je te propose autre chose, une lecture calme, structurée, sans théologie et sans polémique. On ne va pas dire telle religion dit ceci ou telle religion dit cela. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment réfléchir correctement à cette compatibilité, avec des repères simples pour que tu puisses te situer sans peur inutile. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit d'entrer. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois croire. Je suis là pour t'aider à comprendre, à clarifier et à retrouver une forme de lucidité. Et je précise aussi une chose importante. Ici, on reste dans une approche safe. Je n'explique pas de pratique interne à la franc-maçonnerie, je ne révèle rien. Je ne nourris pas le sensationnalisme. On parle de principes, de cadres, d'esprit et de cohérence personnelle. Avant de commencer, si ce type de vidéo t'aide à comprendre la franc-maçonnerie sans fantasme, avec sérieux et nuance, pense à mettre un like et à t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais ça aide énormément au développement de la chaîne et à la sortie régulière des prochaines vidéos. Allez, on commence. Partie 1, pourquoi on oppose souvent foi et franc-maçonnerie? Pour comprendre la question « Peut-on être croyant et franc-maçon ?», il faut d'abord comprendre pourquoi dans l'imaginaire collectif, foi et franc-maçonnerie sont parfois mises en opposition. Le premier facteur, c'est la discrétion. La franc-maçonnerie ne se vit pas sur une place publique, elle ne s'exhibe pas comme un spectacle. Beaucoup de choses se font à l'abri du regard extérieur. Et chez beaucoup de gens, le réflexe est simple. Si c'est discret, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Or, la discrétion n'est pas forcément une culpabilité. Parfois, c'est un cadre de protection, mais on y reviendra. Le deuxième facteur, ce sont les symboles et le rituel. Dès qu'il y a des symboles, des gestes codifiés, un langage qui n'est pas immédiatement accessible, notre cerveau moderne se crispe, parce qu'on a perdu une partie de la culture du symbolique. On a pris l'habitude de tout vouloir expliquer en 2 phrases, alors qu'un symbole demande du temps. Et très vite, certains confondent rituel, religion, dogme. Or, ce n'est pas la même chose. Troisième facteur, l'histoire qui a laissé des traces. Dans certains contextes historiques, la franc-maçonnerie a été perçue par certaines institutions comme une structure concurrente, ou au minimum comme un espace de pensée autonome. Et dès qu'il y a autonomie de pensée, certains y voient une menace. Même si la réalité est plus complexe, ce climat historique a alimenté des suspicions, des condamnations, des récits. Et ces récits ont parfois continué à circuler, même quand le contexte changeait. Quatrième facteur, les fantasmes contemporains. Internet mélange tout. Tu peux tomber en quelques clics sur des vidéos très anxiogènes, des affirmations définitives, des raccourcis, des preuves, montées comme des puzzles. Et si tu es croyant, avec un vrai souci de cohérence, ça peut te faire peur, parce que tu n'as pas envie de jouer avec ta conscience. Cinquième facteur, la peur sociale. Parfois, ce n'est même pas la compatibilité intérieure qui est en jeu, mais la compatibilité avec ton milieu. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va me considérer comme quelqu'un qui a trahi? Est-ce que je vais perdre ma place dans une communauté? Et cette peur, elle est humaine, mais elle peut aussi nous enfermer dans des décisions prises par anticipation et sans discernement. Donc quand on dit foi et maçonnerie s'opposent, il faut souvent entendre discrétion, plus symbole, plus histoire, plus rumeur, plus peur sociale. Ce n'est pas une preuve, c'est un mélange de tout ça. La question devient alors, si on enlève ce mélange, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'est réellement la franc-maçonnerie, dans son cadre et dans son esprit? Et qu'est-ce que ça implique concrètement pour un croyant? Partie 2, ce que la franc-maçonnerie n'est pas, et pourquoi ça compte. Pour y voir plus clair, on doit commencer par une base simple. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Je sais que cette phrase peut sembler répétée, mais elle est essentielle parce que beaucoup de confusion part de là. Une religion en général repose sur plusieurs éléments. Une doctrine, c'est-à-dire un ensemble de vérités enseignées, des dogmes, c'est-à-dire des affirmations auxquelles on doit adhérer, une autorité spirituelle, une tradition, un cadre de croyance, et souvent un rapport codifié au divin, prières, sacrements, prescriptions, interdits, etc. La franc-maçonnerie, elle, est une démarche initiatique et symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, en termes simples? Ça veut dire qu'elle propose un cadre où l'on travaille avec un langage de symboles, un rythme, une méthode de progression et une forme de discipline intérieure. Ce n'est pas « voici la vérité, crois-y ».
C'est plutôt « voici un langage, une méthode, un chemin de travail, et tu vas faire ton propre cheminement ». La différence entre symbole et dogme est donc capitale. Un dogme dit « c'est vrai et tu dois l'accepter comme vrai ». Un symbole dit « regarde, médite, travaille, reviens, comprends autrement et laisse le sens mûrir ». C'est un langage qui ne s'impose pas comme une vérité unique. Il se propose comme une expérience. Et c'est précisément pour ça que certains croyants se sentent à l'aise. Parce que leur foi n'est pas remplacée, mais leur réflexion peut être nourrie. Et d'autres croyants se sentent mal à l'aise, parce qu'ils perçoivent tout langage symbolique comme une rivalité ou un risque de confusion. Mais attention, être mal à l'aise ne prouve pas que c'est une religion. Ça prouve qu'il y a une question de cohérence personnelle à clarifier. Deuxième clarification, la franc-maçonnerie n'a pas pour vocation à convertir. Elle n'a pas pour vocation de fabriquer une croyance unique. Elle n'a pas pour vocation d'imposer une vision religieuse ou anti-religieuse. Et je vais même ajouter un point très important. La franc-maçonnerie n'est pas non plus un anti-religieux par nature. Elle peut, selon les contextes, accueillir des sensibilités différentes. Elle peut être vécue de façon plus spirituelle, plus philosophique, plus humaniste. Ça dépend des cadres. Mais ce n'est pas une croisade contre la foi. Pourquoi ce point est important ? Parce que beaucoup de croyants ont peur d'entrer dans un espace où leur foi serait moquée, attaquée ou disqualifiée. Or, un cadre initiatique sérieux n'a aucun intérêt à humilier la conscience. Au contraire, une conscience humiliée se ferme, et une conscience fermée ne progresse pas. Donc quand tu entends « c'est une religion », pose-toi cette question simple. Est-ce qu'on me demande d'adhérer à une vérité imposée ? Est-ce qu'on me demande de renier ce que je crois ? Si la réponse est oui, alors il y a un problème de cohérence. Si la réponse est non, alors on est plutôt dans un espace de travail et pas dans une religion. Partie numéro 3, la liberté de conscience, que ça signifie vraiment. On arrive au cœur du sujet, la liberté de conscience. C'est un terme qu'on entend souvent mais qu'on comprend mal. Certains l'entendent comme « tout se vaut donc rien n'a de sens ». D'autres l'entendent comme « on ne peut pas parler de vérité ». D'autres encore pensent que la liberté de conscience est un slogan vide. En réalité, la liberté de conscience est une idée très forte et très exigeante. Elle dit que la conscience d'une personne ne doit pas être forcée. Elle doit pouvoir respirer, elle doit pouvoir chercher, douter, grandir, et tout ça sans violence. Pour un croyant, ça veut dire quelque chose de très concret. Tu ne devrais pas rentrer dans un cadre où tu dois mentir, cacher, jouer un rôle ou renier ton intégrité. La liberté de conscience, ce n'est pas « je fais ce que je veux », c'est « je suis responsable de ma cohérence intérieure ». Et cette responsabilité est exigeante, parce que ça te met face à toi-même. Tu ne peux plus déléguer ton discernement à une rumeur ou à une vidéo alarmiste. Tu dois regarder « qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me met en conflit intérieur ? Et est-ce que ce conflit vient d'une réalité ou d'une projection ? Je te donne un exemple très simple. Certaines personnes pensent que parce qu'il y a un langage symbolique, il y a forcément une autre croyance. Mais un langage symbolique, ça peut être une méthode d'éducation intérieure, pas une croyance concurrente. C'est comme la poésie utilise des images pour dire quelque chose que la prose dit mal. Ce n'est pas une religion, c'est une forme de langage. Et la franc-maçonnerie, à ce niveau, utilise aussi un langage. Donc, la liberté de conscience implique que tu peux être croyant, rester croyant, et travailler avec un langage symbolique, tant que ce langage ne t'impose pas une doctrine. Et il y a une nuance essentielle, la liberté de conscience ne supprime pas les limites. Elle ne dit pas « tout est compatible avec tout ». Elle dit « tu es responsable de ta cohérence ». Et donc, si tu sens que quelque chose heurte profondément ta conscience, tu dois le prendre au sérieux. Ce que la liberté de conscience refuse, c'est la manipulation. Ce qu'elle refuse, c'est la contrainte. Ce qu'elle refuse, c'est l'emprise. Mais elle ne refuse pas la profondeur, la discipline ou le travail intérieur. Et pour un croyant, ça peut être une belle opportunité. Travailler avec d'autres, apprendre à écouter, se décentrer, renforcer sa propre cohérence sans renier sa foi. Mais encore une fois, ça dépend des sensibilités, des cadres, et surtout de ta maturité intérieure. Partie numéro 4, croyant, non-croyant, agnostique, comment ça cohabite ? Une autre question arrive souvent, mais si tout le monde ne croit pas la même chose, comment ça peut fonctionner ? La réponse est simple, parce que l'objectif n'est pas de faire croire la même chose. Beaucoup de profanes imaginent la loge comme un lieu où on va discuter de Dieu, de religion ou de dogme. Or, dans l'esprit initiatique, ce n'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est le travail sur soi, la posture intérieure, l'écoute, le respect, la progression, et la capacité à coexister avec des différences profondes sans chercher à les écraser. Et ça, c'est très formateur, parce que notre époque est souvent incapable de ça. On vit dans une logique de camp. Dès qu'il y a une différence, on veut convaincre, vaincre, ridiculiser, disqualifier. Dans un cadre initiatique sérieux, on apprend autre chose. On apprend à rester en présence d'une différence. On apprend à écouter sans se dissoudre. On apprend à parler sans imposer. Pour un croyant, ça peut être un apprentissage précieux.
Tu peux renforcer ta foi en la rendant plus mature, plus humble, moins fragile. Parce qu'une foi fragile est souvent une foi qui a peur du dialogue, et une foi mature peut, elle, écouter sans se sentir menacée. Mais attention, ce dialogue n'est pas un débat religieux. Ce n'est pas « prouve que tu as raison ». C'est plutôt « je respecte ton cheminement, tu respectes le mien ». Je te donne une image simple. Imagine un groupe de personnes qui travaillent sur l'amélioration de soi. Certains s'appuient sur une foi, d'autres s'appuient sur une philosophie, d'autres sur une spiritualité sans religion. Le point commun, ce n'est pas la croyance. Le point commun, c'est la démarche. Devenir plus juste, plus lucide, plus responsable et plus humain. Et là, tu peux comprendre pourquoi la cohabitation est possible. Parce que le centre n'est pas croire pareil. Le centre, c'est travailler. Évidemment, tout dépend du respect réel dans le collectif. S'il y a moquerie, agressivité et mépris, alors ça ne fonctionne pas. Mais ça, ce n'est pas un problème de croyance, c'est un problème de maturité humaine. Donc oui, dans beaucoup de contextes, croyants et non-croyants peuvent coexister dans une démarche initiatique. Mais ce qui rend ça possible, c'est une règle intérieure. Je ne transforme pas la conscience de l'autre en un champ de bataille. Et je te propose une question simple. Si tu es croyant, est-ce que tu peux être dans un lieu où tout le monde ne croit pas comme toi sans chercher à convertir ? Si la réponse est oui, tu es déjà dans une posture de maturité. Si la réponse est non, tu risques de souffrir, pas à cause de la franc-maçonnerie, mais à cause de ton rapport à la différence. Partie numéro 5, pourquoi des tensions existent malgré tout, et comment les comprendre ? Maintenant, soyons honnêtes. Malgré tout ce que je viens d'expliquer, des tensions existent parfois. Et il faut les comprendre sans les nier. Première source de tension, l'héritage historique. Certaines oppositions ont été très fortes et elles ont laissé des réflexes. Même si toi, aujourd'hui, tu veux juste comprendre, tu peux tomber sur des discours hérités, qui ne te parlent pas de ton époque, mais d'une époque passée. Deuxième source de tension, la peur de l'amalgame. Certains croyants ont peur que leur démarche spirituelle soit confondue avec autre chose. Ils ont peur de se retrouver dans un lieu où le symbolique est interprété comme une autre croyance. Et cette peur est parfois alimentée par des récits extérieurs qui mélangent tout. Des courants, des rites, des traditions, des fantasmes. Troisième source de tension, la pression communautaire. Parfois tu n'as même pas un conflit intérieur, tu as un conflit social. Tu sais que si certains l'apprennent, tu seras jugé, peut-être rejeté, peut-être attaqué. Et ce poids social peut être très violent. Quatrième source de tension, la confusion des mots. Des mots comme initiation, temple, rituel, symbole déclenchent des réactions émotionnelles. On imagine des choses, on projette, on surinterprète, et on finit par condamner ce qu'on n'a pas compris. Cinquième source de tension, les caricatures des deux côtés. D'un côté, certains caricaturent la foi en disant les croyants sont forcément fermés. De l'autre, certains caricaturent la franc-maçonnerie en disant c'est forcément occulte. La caricature, c'est l'ennemi de la lucidité. Et comment comprendre ces tensions ? En distinguant 3 niveaux. Niveau 1, le niveau des principes, ce que la démarche dit d'elle-même. Niveau 2, le niveau des perceptions, ce que les gens imaginent. Et le niveau 3, le niveau des vécus, ce que certaines personnes ont vécu dans un contexte précis. Le piège, c'est de prendre un vécu isolé et d'en faire une loi générale, ou de prendre une perception et d'en faire un fait. Si tu es croyant, tu peux te retrouver coincé entre 2 forces. D'un côté, ta curiosité sincère pour une démarche de travail intérieur, et de l'autre, la peur d'être mal compris. C'est pour ça que la question doit être traitée avec respect et surtout avec du temps. Parce que la précipitation est mauvaise conseillère. Elle te pousse à chercher une certitude immédiate. Or, dans ce sujet, la certitude immédiate est souvent une illusion. Partie 6, ce que cette question révèle chez les profanes, cohérence, peur et discernement. Je veux maintenant aller plus profond parce que cette question révèle souvent quelque chose de plus important que le simple oui ou non. Quand quelqu'un demande « puis-je être croyant et franc-maçon ?», il demande souvent « puis-je rester cohérent ?» Et la cohérence, c'est une valeur forte, c'est une valeur saine. Parce qu'une démarche initiatique sans cohérence devient un théâtre. Tu joues un rôle, tu dis des choses que tu ne penses pas, tu te forces, et à la fin tu te perds. Donc si tu as cette question, elle est tout à fait légitime, elle montre que tu ne veux pas faire les choses à la légère. Mais attention, la cohérence n'est pas seulement une règle extérieure. Ce n'est pas « ai-je le droit ?», c'est aussi « qu'est-ce que je cherche au fond ?» Je te propose 3 questions de discernement très simples. Première question, qu'est-ce qui est non négociable pour toi ? Pas ce qui est préférable, pas ce qui est idéal, ce qui est non négociable. Parce que si tu franchis une limite non négociable, tu te mets en conflit intérieur. Et ce conflit, tôt ou tard, il ressort. Deuxième question, est-ce que ta peur vient d'une réalité ou d'un scénario ? Je le dis avec beaucoup de bienveillance. Parfois, on a peur d'une histoire qu'on sait raconter. On a lu 2 articles, on a vu une vidéo alarmiste, entendu une phrase, et notre imagination a complété le reste. Et on se retrouve à juger une démarche sur un film mental. Troisième question, es-tu prêt à assumer une décision intérieure même si elle n'est pas comprise par tout le monde ? C'est une question hyper difficile, parce que parfois la peur n'est pas spirituelle, elle est sociale. Et il faut être honnête,
Tout le monde n'a pas la même capacité à porter un jugement extérieur. Et je veux aussi dire quelque chose de très important. La franc-maçonnerie n'est pas une obligation, ce n'est pas un destin. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as le droit de dire non, ce n'est pas pour moi. Tu as le droit de dire je ne suis pas à l'aise. Tu as le droit de dire je préfère rester dans mon chemin actuel. La maturité, ce n'est pas d'entrer coûte que coûte. La maturité, c'est de choisir avec conscience. Et parfois, le bon choix, c'est de ne pas y aller. Non pas par peur, mais par cohérence. Et parfois, le bon choix, c'est d'y aller en restant fidèle à sa foi et en découvrant que le travail intérieur peut enrichir ta conscience, au lieu de l'abîmer. Ce que je veux éviter, c'est le piège de la réponse simpliste, parce que la question ne se résume pas à un slogan, elle se résume à une rencontre entre un cadre et une conscience. Si tu es croyant, tu dois te demander « Est-ce que je peux vivre une démarche symbolique et initiatique sans la confondre avec une religion concurrente ? Est-ce que je peux respecter la conscience d'autrui sans me sentir menacé ? Est-ce que ma foi est assez mature pour coexister avec la différence ? Et si tu n'es pas croyant, la question symétrique existe. Est-ce que je peux respecter un croyant sans le réduire ? Parce que la cohabitation ne fonctionne que si elle est réciproque. Avant de conclure, je veux répondre à 4 questions qui reviennent tout le temps et qui peuvent éviter des malentendus. Première question, est-ce que je dois en parler à tout le monde ? Non, et tu n'as pas à te justifier. Beaucoup de profanes imaginent que s'ils s'intéressent à la franc-maçonnerie, ils doivent tout annoncer, tout expliquer, se défendre, argumenter. En réalité, la discrétion peut être une hygiène. Tu peux garder certaines démarches pour toi, surtout au début, le temps de réfléchir. Et c'est valable pour beaucoup de sujets. Certaines décisions mûrissent mieux dans le calme que dans le bruit. L'important, c'est de ne pas vivre dans la peur, mais de choisir à qui tu parles, quand et pourquoi. Question numéro 2, est-ce que le secret est un problème pour un croyant ? Le mot secret fait peur parce qu'il sonne comme dissimulation. Mais dans beaucoup de traditions humaines, il existe des formes de discrétion qui servent à protéger l'expérience. Ce n'est pas « je cache parce que c'est mauvais », c'est parfois « je ne transforme pas tout en spectacle ». Un croyant peut très bien comprendre cette nuance, parce que la vie spirituelle elle-même comporte une part d'intimité. Ce qui compte encore une fois, ce n'est pas le mot, c'est l'intention. Est-ce qu'on te demande de mentir ? Est-ce qu'on te demande de manipuler ? Est-ce qu'on te demande de rompre avec ta conscience ? Si la réponse est non, on n'est pas dans un secret de type emprise, mais plutôt dans un cadre de discrétion. Question 3. Et si ma foi m'interdit certaines choses ? Tu dois prendre ça au sérieux. Si tu as des interdits clairs, si certaines pratiques, même symboliques, te mettent en conflit, tu ne dois pas te forcer. Ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de médaille à gagner d'ailleurs. La bonne posture, c'est l'honnêteté. Reconnaître ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Parfois, on découvre que le conflit venait d'une projection. Parfois, on découvre qu'il est réel. Dans les 2 cas, ta conscience mérite d'être respectée. Question numéro 4. Je suis croyant, mais j'ai peur de mélanger. C'est une inquiétude très courante. Le risque de mélange apparaît surtout quand on confond les plans. Le plan de la foi, croyance, prière, relation au divin, et le plan du symbolique, langage, image, travail intérieur. Si tu gardes cette distinction claire, tu limites énormément la confusion. Tu peux vivre ta foi comme ta foi et travailler le symbolique comme un outil de réflexion et de maturation. Et si malgré tout tu sens une confusion intérieure, c'est un signal. Ralentis, clarifie, ne te précipite pas et respecte ton rythme. Ces 4 questions, je les résume en une phrase. La compatibilité ne se décide pas par rumeur, elle se construit par discernement. Alors en conclusion, peut-on être franc-maçon et croyant ? La réponse la plus honnête, c'est dans beaucoup de contextes, oui, c'est possible. Mais la vraie question, ce n'est pas en général. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu peux rester cohérent dans un cadre donné avec ta conscience ? La franc-maçonnerie ne remplace pas la foi. Elle ne se substitue pas à une religion. Elle ne te demande pas de renier ce que tu crois. Elle te propose un cadre de travail symbolique et initiatique. Et si tu es croyant, tu restes responsable de ta cohérence. Tu ne délègues pas ta conscience à une rumeur. Tu ne délègues pas ta conscience à un débat en ligne. Tu discernes. Et je vais finir avec une phrase simple. Si tu poses cette question avec sincérité, tu es déjà en train de faire un travail intérieur. Tu ne cherches pas un badge, tu cherches une justesse. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis à disposition un e-book gratuit spécialement pensé pour les profanes, pour clarifier les bases et avancer avec plus de repères, sans fantasme et sans précipitation. Le lien est dans la description. Et si tu veux, dis-moi en commentaire, avec respect, quelle est ta principale inquiétude sur le sujet ? La compatibilité intérieure, le regard des autres, la confusion entre symboles et religion ? Je lis tout et ça m'aide à préparer les prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.